Nouvelle du monde multipolaire. Le discours remarquable du petit-fils de Charles de Gaulle, Pierre de Gaulle, à la maison de l'amitié franco-russe en France. La situation sur le front de guerre russo-ukrainien à Kherson. Les élections des midterms catastrophiques de Biden aux États-Unis et la soudaine volonté de négociation de Zelensky dictée par Biden. Enfin, les BRICS. Je voudrais vous donner quelques nouvelles de la dynamique du monde en marche. La dynamique du monde en mouvement. Je vous salue. Protégez et partagez cette émission. Il est 23h01 en France. Wanda Christo Medley et la chorale du pays Bassa ouvrent le chemin. On en parlera de l'Algérie qui frappe à la porte des BRICS. Le chemin de l'Afrique multipolaire, initié par l'Algérie, l'Afrique du Sud, devra bientôt être suivi par d'autres pays. Suivez-moi du Je vous salue à travers l'Afrique. Je vous salue à travers l'Amérique. Je vous salue à travers l'Europe. Je vous salue à travers l'Asie et les îles et les péninsules. Protégez et partagez massivement cette émission. Nouvelle du monde multipolaire. L'Afrique est en mouvement. Les défis africains seront relevés. À l'ère du berceau, contre vents et marées. L'Afrique vaincra. Vous êtes déjà 1000 personnes rassemblées. Avez-vous pensé à être 1000 personnes à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo? Êtes-vous vraiment 1000 personnes à avoir partagé cette émission? Jusqu'ici, déséquilibre des machines. Près de 500 personnes sur YouTube et 150 validations. Près de 600 personnes sur Facebook et pas encore 600 partages ni 600 validations. Chez vous, mes amis, Afrique des libertés de vous. Africaine, Africain, pour que tu sois debout. Amis de la Mahat, amis de la vérité et justice, viens au partage des paix spirituelles de la liberté. Nous avons les nouvelles du monde multipolaire à partager avec vous. Un monde en mouvement. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge pour les peuples. En lutte. Zemira Yakaou, salue-moi toute ta maison. Zemira, mes salutations à ton époux et à vos enfants. Zemira, fidèle parmi les fidèles. Merci, merci d'être là. Issa Jimbe, Madame Mounasirou, vous êtes les bienvenus ici. Esther Dan, la Kémite, ma propre soeur.
quorum est pratiquement atteint. Vous êtes bientôt 1500 au total rassemblés pour cette émission Nouvelle du monde multipolaire. En moins d'1 minute, nous ouvrons l'écran. Aïla Akelewa Ima Omotimbe Will Palisila. Je vous salue mes amis Linda Kwame, Raban Sidibé, Steve Capri. Je vous salue Pythagore Nambele, Tipe Julien Dekeu, Innocente Monique Mellet, ma chère amie Innocente, Son Dona Clara. Vous êtes les bienvenus ici, Donatien Mbayo. Je vous salue, Boubacar Dabo, Serge Aldini, à tous ceux qui soutiennent notre chaîne YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Ma reconnaissance infinie pour leur fidélité, à nous soutenir activement par des abonnements qui nous permettent de tenir bon le ministère des paix spirituelles de la liberté. Et vous qui nous octroyez des étoiles, vous nous touchez au cœur. Merci infiniment. Sur Facebook. Africain, le monde est en mouvement. Et il se trouve qu'il est en mouvement avec des peuples qui revendiquent la sortie de la noyade des siècles. Le monde est en mouvement avec des citoyennes et des citoyens éveillés qui sont sortis des complexes d'infériorité contractés pendant la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et la barbarie impérialiste qui strie la planète. Le monde est en mouvement car les damnés de la terre ne veulent plus se contenter de subir l'histoire et ils ont décidé de la faire. Ce monde en mouvement s'appelle le monde multipolaire. C'est le monde des nations, des États, des peuples, des individus ayant décidé de vivre sur la terre sur la base du compromis, de la négociation, du consensus, du respect mutuel, de la considération humaine et de la recherche d'une harmonie et d'un monde équilibré. Le monde multipolaire, c'est le thème de l'avenir en construction de notre planète, le seul avenir dans lequel la planète puisse survivre et l'humanité avec elle. Car dans le monde unipolaire, monopolaire, caractérisé par la domination de l'hégémonisme occidental, c'est ordo ab chaos, c'est la division pour le règne, c'est la guerre pour l'argent et c'est l'argent pour l'argent. Le monde unipolaire, c'est le monde de Mammon, c'est le monde du veau d'or, c'est le monde où le but de l'économie, c'est la croissance, c'est-à-dire l'accumulation aveugle et exponentielle du profit. Le monde unipolaire, c'est le monde aveuglé par la matière et qui a oublié les valeurs immémoriales de l'esprit. Nous, Africaines et Africains conscients, à travers le continent africain et les diasporas, nous ne voulons pas vivre et transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, un monde dans lequel, c'est l'accumulation de la matière qui domine la vie. Nous voulons transmettre un monde où les valeurs immémoriales de civilisation que sont la solidarité, la vérité et la justice vont primer sur l'accumulation des choses passagères de la terre. Car l'homme, dit une certaine écriture, ne vit pas que du pain qui rentre dans sa bouche, mais également de tout ce qui vient de la bouche de la sagesse, de l'éternel et de l'esprit. Nous voulons récupérer la dignité totale de nos personnes, la dignité totale de nos peuples, la dignité totale de nos civilisations ensevelies, méprisées, piétinées par la brutalité, le mensonge et la ruse. Nous voulons restaurer un monde de l'homme. Un monde où l'homme ne soit plus systématiquement un loup pour l'homme,
mais où l'homme ait compris qu'il ne lui sert à rien de détruire son semblable pour exister et que s'il y a un coupable, nous sommes tous condamnés. Le monde multipolaire. Dans le monde multipolaire, ce n'est pas la Chine qui va dominer toute la planète. Dans le monde multipolaire, ce n'est pas la Russie qui va dominer toute la planète. Dans le monde multipolaire, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas le Cameroun qui va dominer à lui tout seul le monde. Ce sera un monde où les enjeux planétaires seront l'objet d'une négociation et d'une péréquation permanente. Un monde où nul ne se prédestinera à être le gendarme de la Terre. Un monde partagé, un monde commun. Voilà ce que signifie la notion de monde multipolaire. Et j'instaure à partir de ce jour des émissions qui seront spécialisées sur les nouvelles du monde multipolaire, afin de mettre les amis de l'Afrique des libertés au diapason de l'évolution géopolitique de la Terre. Car la pensée politique doit sans cesse, certes, maîtriser les problématiques locales, mais en les rattachant aux problématiques internationales. La pensée politique et le citoyen, la citoyenne avertie doivent être capables d'articuler les problèmes locaux qu'ils ont avec des problèmes internationaux qui se posent. Car il y a une connexion entre le local et le mondial, entre le mondial et le local, et c'est la prise de conscience de cette connexion qui fait véritablement d'une personne un citoyen de ce monde, capable d'agir exactement à bon escient sur les leviers qui déterminent la transformation de sa condition et de celle de ses semblables. D'où il sera important que nous ayons traditionnellement des nouvelles du monde multipolaire. Quel est donc le programme en cette soirée? Vous êtes déjà 2000 et bientôt 300 en direct de cette émission. 1271 ici, 1086 par là. Le programme comprend premièrement une écoute d'une allocution qui a pu échapper à certains d'entre vous. Elle a été délivrée par le petit-fils du chef de la résistance française, le général Charles de Gaulle, celui qui est responsable du coup d'État qui, à partir de 1940, va renverser le régime de Pétain, parce que Pétain avait livré la France à la domination nazie. Oui, de Gaulle, le putschiste sacré de la France, que l'on présente désormais dans l'histoire vertueuse de France comme le chef de la résistance, c'est d'abord quelqu'un qui a accompli un coup d'État. Et d'ailleurs, il était condamné à mort et poursuivi par le régime de Pétain. Il n'a dû qu'à la vigueur de ses jambes et à la solidité de ses amitiés en Angleterre, aux États-Unis et notamment en Afrique. Car on ne le dit jamais assez, l'essentiel de l'armée française de libération de la France de la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme était composé d'Africains. C'est l'Afrique qui a libéré la France. Car même les armées américaines qui ont été envoyées en France pour libérer la France étaient majoritairement composées d'Africains américains. Je recommence. C'est l'Afrique qui a libéré la France. Historiens, historiennes de France, réécrivez très clairement les choses. L'écrasante majorité des troupes qui ont libéré la France étaient africains lors de la guerre de 39-45. J'entends les troupes françaises. Et j'entends aussi les troupes alliées. Il faudra regarder à nouveau dans quelle population en Amérique du Nord on a recruté l'essentiel des libérateurs, des libérateurs américains de la France. Ils étaient pour beaucoup, pour leur écrasante majorité, des Noirs. Donc, le petit-fils du général de Gaulle, l'homme qui a accompli le putsch contre le régime pro-nazi de Pétain, et qu'on n'appelle plus depuis lors chef de junte. Le petit-fils du général de Gaulle, l'homme qui a lancé l'appel de Londres du 18 juin 1940, l'homme qui a fait de Brazzaville l'actuelle capitale du Congo, la capitale de la France libre, alors que Paris était occupé par les Allemands nazis. Cet homme a eu un fils qui s'appelle l'amiral de Gaulle, et l'amiral de Gaulle a eu un fils. C'est le fils de l'amiral de Gaulle, fils de Charles de Gaulle. Donc c'est le petit-fils de Charles de Gaulle qui s'est exprimé récemment à la maison de l'amitié franco-russe à Paris. Il a délivré une allocution d'une quinzaine de minutes qui n'a pas été suffisamment écoutée.
Vous écouterez avec moi cette allocution pour que je sois sûr que chacune et chacun d'entre vous l'a écouté. Dans cette allocution, Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle, prend le contre-pied de la politique officielle de la France en Ukraine. Il accuse frontalement la puissance américaine d'avoir provoqué la guerre russo-ukrainienne. Il en appelle à l'amitié entre la France et la Russie. Il conjure les autorités russes de ne pas se fier aux déclarations relativement belliqueuses d'un certain nombre d'autorités françaises et de ne pas se fier à la posture de co-belligérant de facto de la France dans le conflit russo-ukrainien et de songer à ce que son grand-père, le général de Gaulle, s'il avait été vivant, la politique qui est actuellement menée de la France en Ukraine n'aurait pas été menée. Il s'appelle Pierre de Gaulle. Il est le petit-fils de Charles de Gaulle. Nul n'ose l'inquiéter. Pourtant, sur le conflit russo-ukrainien, je n'ai pas dit le quart de ce qu'il a dit. Nous allons lui donner la parole pour que vous compreniez comment, ici, on peut, à l'intérieur de la capitale de la France, contester frontalement la politique officielle de la France dans un cadre officiel et rentrer tranquillement dormir chez soi. Quand on est blanc et quand on est le petit-fils de Charles de Gaulle. Mais quand on est noir et qu'on est un citoyen français issu de l'immigration africaine, comme Franklin Yamsiwa Cameroun, on en a pour son compte, on devient l'objet de toutes les persécutions administratives et politiques, de toutes les intimidations et toutes les menaces, et de tous les chantages. Voilà pourquoi je vous ai fait écouter Sébastien Nadeau, député français. Cela vous a plu? Comme j'ai trouvé que ça vous a plu, je vais donner la parole à Pierre de Gaulle, petit-fils du général, Charles de Gaulle, l'homme qui a fait le putsch. Il a fait un putsch, hein, comme Assimi Goïta a fait un putsch au Mali, là. De Gaulle a fait un putsch ici en France. Contre Pétain. Et pour une bonne raison, c'est que Pétain avait vendu son âme aux nazis. Le putsch du général de Gaulle était tout à fait légitime. Quand un pouvoir criminel s'installe, c'est le droit imprescriptible des citoyens de lui résister de toutes les façons possibles. Mais de Gaulle a commis un putsch. C'est un putschiste. Comme son putsch a permis d'organiser la résistance et la libération de la France du nazisme, on l'appelle le chef de la résistance. On a oublié que c'était un putschiste. Mais si vous fouillez dans les annales de la justice du régime de Pétain, de Gaulle a été condamné pour tentative de coup d'État, pour putsch, et il était pourchassé, il était même condamné par contumace. Il faut que vous le sachiez, hein, parce que quand vous voyez des gens qui sont à Paris, s'asseyent dans leur rédaction de presse, chef de junte, ils oublient que notre 5e République ici en France a été fondée par un chef de junte. Oui, il n'était pas légal. Le général de Gaulle, quand il a fait l'appel du 18 juin 1940, c'était un appel d'un opposant, d'un rebelle, c'était un appel d'un putschiste. C'est ce qu'il a fait. Comme son putsch a réussi, qu'il a bénéficié du soutien de l'Angleterre et des États-Unis, et qu'il a bénéficié du soutien des colonies françaises d'Afrique, et qu'il a pu constituer une véritable armée française en Afrique, en déclarant que Brazzaville, la capitale du Congo, était la capitale de la France libre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui savent qu'une capitale africaine a pu être désignée par le général de Gaulle comme étant la capitale de la France, libre. Parce que Paris n'était pas libre. Paris était occupé à cette époque-là par le régime de Pétain et par les nazis. De Gaulle a dit Brazzaville, au fin fond de la forêt équatoriale du Congo, il a dit que Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est lui qui a utilisé ces mots-là. Or, aujourd'hui, un Congolais qui demande un visa pour venir en France, il devrait consulter au moins 30 marabouts, tout en ayant un dossier complet. Parce que même quand on a un dossier complet, on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive pour venir en France. Pourtant, le Congo a été pays qui a donné à la France une capitale lorsque la France était en guerre, il y a moins de 100 ans. Vous voyez l'ingratitude? Vous voyez l'ingratitude de l'élite qui dirige la 5e République française? Ils ont mis en place des visas sur le Congo. Il y a des pays qui, normalement, et notamment toutes les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, qui ne devraient jamais avoir une affaire de visa avec la France. Parce que quand il fallait trouver des soldats pour aller mourir pour la France, il n'y avait pas de visa.
Quand il fallait prendre des centaines de milliers d'Africains pour venir mourir pour la France, il n'y avait pas de visa. Mais aujourd'hui, l'Africain sont humiliés dans les consulats, humiliés dans les ambassades, on leur fait attendre, ils donnent parfois des dossiers qui sont complets, on les soupçonne de vouloir s'installer, de vouloir ruser, on leur refuse des visas. On va même jusqu'à refuser des visas à des Africains qui demandent des visas depuis la capitale de la France libre. Brazzaville, si tu veux te libérer. Biggie Jimmy a chanté. Nettoyons nos cœurs de la méchanceté. Comment Brazzaville, qui a été la capitale de la France libre, peut être une ville où on refuse des visas à des Congolais pour venir ici? Normalement, les Congolais, les Camerounais, les Tchadiens, les Gabonais, tous les pays qui ont fourni des troupes à la France devraient avoir une politique de libre circulation des populations entre la France et eux, si la France était reconnaissante. Mais la France respecte la politique de presque libre circulation totale avec les États-Unis, mais pas avec l'Afrique. Donc les nègres, ils sont bons pour mourir, ils sont bons pour crever, mais quand il faut établir avec eux des relations donnant-donnant, des relations d'égalité, des relations d'égal à égal, comme le disait l'ambassadeur de Chine à Darius Rochebin dans une célèbre émission sur LCI, non, ce n'est pas pour les Africains. Quand il fallait importer du militaire africain pour venir crever en France, il n'y avait pas de visa. Une fois qu'ils ont fini, on les a ramenés en Afrique, on a instauré les visas. On préfère laisser passer l'or, laisser passer le pétrole, l'uranium, le cobalt, le manganèse, le gaz, ça passe, mais l'Africain, non. C'est extraordinaire, l'Africain est moins important que les matières premières qui viennent de son propre sol. Lui, on lui dit, tu ne passes pas, mais laisse passer ton uranium. On n'a pas d'uranium en France, laisse passer ton uranium, petit Nigérien, mais reste au Niger. Et on veut obtenir l'affection, la compassion, la reconnaissance de l'Afrique pour ce genre de conditions, au moment où des pays comme la Russie se préparent à mettre en place une politique extraordinairement ouverte de visas envers les Africains. Bon. Donc, on va écouter Pierre de Gaulle. Et puis, le deuxième sujet, ça va être Kherson. J'ai 2 ou 3 observations à faire sur les informations qu'on nous balance sur les questions tactiques et stratégiques à Kherson. On a beaucoup à apprendre, Africains, de ce qui se passe à Kherson, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des leçons à tirer. Puis, on va parler des midterms catastrophiques de M. Biden. On va s'interroger sur les raisons pour lesquelles, soudain, Biden demande à Zelensky de négocier. Il y a des changements de cap bizarres dans la géopolitique internationale. Moi-même, je m'assois là, je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive au président Biden? Tout d'un coup, on se met à lire partout à la une de tous les médias. Biden demande à Zelensky de négocier. La question que nous allons nous poser, nous, analystes politiques et géopolitiques, c'est pourquoi ce changement subit et brutal? Qui va croire en ça? Enfin, le dernier point, nous allons parler des BRICS. Et notamment d'une initiative forte qui a été prise pour rejoindre les BRICS, celle qui a été prise par l'Algérie. Ce sera l'occasion pour rappeler aux uns aux autres ce que c'est que les BRICS et quel intérêt peut y avoir pour les États africains de s'organiser pour rentrer dans les critères des BRICS. Voilà. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter le premier morceau. C'est l'intervention de M. Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle est le petit-fils de Charles de Gaulle. Et il va nous parler, il va parler depuis la maison de l'amitié franco-russe à Paris, qui vient d'être inaugurée. Il s'adresse devant un public d'officiels français et d'officiels russes. Monsieur Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle. Здравствуйте, от имени французского народа, горячо приветствую русский народ и его правителей и президент Vladimir Poutine. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les officiels, Mesdames, Messieurs, je vous remercie au nom de ma famille et de mon père, l'amiral de Gaulle, de nous inviter pour la célébration de votre fête nationale. Nos peuples sont liés par de longues années d'amitié et par le sang versé contre les nazis.
C'est l'occasion pour moi de répéter que la relation franco-russe était pour le général de Gaulle d'une importance toute particulière. La France et la Russie sont proches l'une de l'autre, mais aussi unies par la conscience de leur communauté d'intérêts et de destin. Plus encore, la Russie était vue par mon grand-père comme l'allié de revers indispensable à sa sécurité, parce qu'elle participait à sa conception de l'équilibre du monde et de sa place de l'Europe dans le monde. Le général disait même, la décision funeste de Napoléon d'attaquer Alexandre Ier est la plus lourde erreur qu'il ait commise. Rien ne l'y forçait. C'était contraire à nos intérêts, à nos traditions, à notre génie. C'est de la guerre entre Napoléon et les Russes que date notre décadence. Je viens ici pour affirmer une nouvelle fois haut et fort qu'il est de l'intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie et de dire qu'il faut que nous travaillions ensemble en vue d'aider à l'union et la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde tout entier. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse et la politique inconsidérée du gouvernement ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d'illusions américaines et européennes, a conduit une politique très condamnable à l'égard des populations russophones du Donbass, multipliant discrimination, spoliation, embargo et bombardements. Les Occidentaux, malheureusement laissé faire Zelensky, ses oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enfermaient dans cette spirale de guerre. Cet aveuglement est lourd de conséquences pour le peuple ukrainien. Mais ne nous y trompons pas. Que veulent les Américains, si ce n'est provoquer une nouvelle confrontation Est-Ouest, dont le seul but est d'affaiblir et de diviser l'Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur système. Depuis la Première Guerre mondiale, les Américains ont conclu un pacte pour établir un équilibre nécessaire des forces en Europe et s'associer à la sécurité du continent européen. Ce n'est pas en organisant une escalade militaire systématique en Ukraine qu'ils respecteront leurs engagements et leurs grands principes de liberté et de démocratie. Les États-Unis sont dans l'erreur, l'Europe est dans l'erreur, dans l'expansionnisme débridé et irréfléchi, conduit inexorablement au déséquilibre du monde et à l'injustice. Les belles promesses des Américains de ne pas élargir l'OTAN à l'Est ni au Nord n'ont pas été respectées. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. La réalité, c'est que les Américains n'ont jamais accepté, ni l'Occident avec eux, qu'après la difficile transition de 1991 et la reconstruction qui a suivi, que la Russie ne s'intègre pas dans son monde unipolaire. Les Américains et l'Europe n'ont jamais accepté que la Russie se transforme selon le modèle occidental à son image. À cause de cela, et d'emblée, le président Poutine faut perçu comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays. Les États-Unis n'ont jamais plus accepté la perte du rôle du dollar comme monnaie prépondérante dans le règlement des échanges internationaux dans le monde. Le pire est que dans cet aveuglement, ils ne font que renforcer, en déplaçant les intérêts économiques et financiers à l'Est, la position de la Chine et de la monnaie chinoise qu'ils veulent aussi combattre. Les sanctions, qui sont celles de la politique du faible, sont inopérantes, sauf à affaiblir les Européens et autres nations du monde. Les Africains eux-mêmes, par l'intermédiaire du président de l'Union africaine, M. Macky Sall, s'en inquiètent considérablement. En provoquant une crise économique profonde, systémique et durable qui nous touche déjà tous, du prix du pain, au chauffage, au carburant, mais aussi par la pénurie agroalimentaire des matières premières et des métaux industriels qu'elle entraîne, les Américains affaiblissent les Européens à leur profit. Aura-t-on oublié que depuis au moins un siècle, toutes les crises financières majeures viennent des États-Unis? Notre dollar, votre problème, disait Henry Kissinger. Les Américains nous tiennent toujours par leur endettement qu'ils exportent, en imposant aussi un modèle culturel et social qui repose sur le culte de la jouissance et de la consommation. Les Américains sapent le socle de nos valeurs traditionnelles et les deux piliers de la civilisation que sont la famille et la tradition. L'Europe et bien sûr la France ont tout à perdre à s'enfermer dans cette escalade militaire et idéologique
voulu par les États-Unis et l'OTAN. Charles de Gaulle, mon grand-père, le disait, l'Amérique ne fait pas partie de l'Europe. Je crois l'avoir découvert sur la carte. De la conjoncture actuelle, terrible et redoutable, la France peut et doit jouer un rôle capital. La France et la Russie sont toutes deux filles de l'Europe. La France ne doit pas oublier qu'elle est l'aînée des nations européennes et qu'aucune n'a derrière elle une aussi longue traînée de gloire. Mon grand-père a toujours soutenu et défendu l'impérative nécessité, même au moment les plus difficiles de l'histoire, de construire et préserver une relation forte et partagée avec la Russie. Il aimait la Russie. Nous aimons, ma famille et moi, la Russie et son peuple. Le peuple russe, dont le droit de propriété est si injustement bafoué partout dans le monde. Cela me rappelle les pires moments de l'occupation et du régime de Vichy en France. Les artistes, les sportifs russes sont-ils aussi responsables? Cette politique aveugle et systématique de confiscation et de discrimination du peuple russe tout entier est scandaleuse et me choque considérablement. Permettez-moi de citer encore une fois le général de Gaulle. En France, on n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le développement de l'amitié franco-russe et je n'ai jamais envoyé, et je n'enverrai jamais, des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie soviétique. Les Américains donnent de l'argent et des armes, nous les payons en part d'indépendance. Je regrette que le gouvernement français se commette dans cette soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. Je déplore que par la volonté de certains présidents français, la France soit dissoute dans l'OTAN. Or, le général de Gaulle s'est toujours efforcé de maintenir l'indépendance de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN absorbe l'Europe. Depuis, les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante. Faut-il rappeler que le camouflet récent subi par mon pays dans la rupture brutale et unilatérale du contrat d'achat des sous-marins australiens par l'Australie, membre du Commonwealth, et qui fut orchestré par les Anglais et les Américains? La France peut-elle se contenter, outre sa perte de souveraineté, de 3 jours et de carburant d'avance en munitions que lui octroie l'OTAN? Je ne comprends pas la politique du président français. Fort de ses convictions, de son armée, de la force de dissuasion qu'il a lui-même construite, aux grandes dames les Américains, le général de Gaulle a eu la détermination de sortir de l'OTAN tout en restant comme membre de droit de l'Alliance Atlantique. Je souhaiterais que le président français ait ce courage et cette volonté, plutôt que de subir les âmes de la pensée unique et de la politique commune imposée par les Américains qui le rendent dépendant. De la même manière, je ne me reconnais pas dans la France d'aujourd'hui, dans cette politique du « en même temps » qui nous affaiblit. Je ne me reconnais pas non plus dans l'abandon des valeurs, de notre histoire, de notre culture, de nos grands principes de liberté, du devoir et de la sécurité. Le général écrivait « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Notre but est et doit rester d'établir une entente européenne de l'Atlantique à l'Oural. Au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle, la France peut et doit à nouveau peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants et la Russie en particulier. On ne fait pas la guerre tout seul. C'est une conviction aussi que les idéologies dont les régimes qui les expriment en Ukraine comme ailleurs ne sont que de passage. Seul compte, appuyé sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands. Comme le disait le général de Gaulle en 1966, lors de son 2e voyage en Russie, la visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite de la France de toujours, à la Russie de toujours. Je vous remercie. On pourrait effacer tout ce que j'ai dit sur le conflit russo-ukrainien et mettre ce que Pierre de Gaulle a dit. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Je n'avais même pas connaissance de ses positions quand je le disais. C'était à partir de ma propre analyse que j'y suis parvenu. Vous voyez les preuves flagrantes de discrimination. Jeune Afrique écrit un navet de papier et il faut me présenter à tout prix comme un agent russe. On ne va pas présenter Pierre de Gaulle comme un agent russe. Son discours a eu lieu là. Je ne vois personne le traiter d'agent russe. On ne le traite pas d'agent russe sur RFI. On ne le traite pas d'agent russe
dans le monde. On ne le traite pas d'agent russe dans Marianne. Jeune Afrique ne présente pas Pierre de Gaulle comme un agent russe, car ils savent que ça serait trop fort. Trop fort de café de dire ça, de Pierre de Gaulle. Moi, on me présente comme un agent russe. Alors que je leur ai dit que je souhaite que le président Poutine me reçoive publiquement. Et si je décide de travailler avec lui, ben je vais démissionner de mes responsabilités en France et me consacrer à travailler avec lui. Mais je ne suis pas son agent. Et je n'ai pas eu besoin de lui pour écrire maintenant 25 livres. Et dans mes livres les plus anciens, mes positions actuelles sont consignées. À l'époque où très peu de gens achetaient mes livres, je pensais déjà ce que je pense. Je voulais que vous écoutiez cela. Maintenant, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Pierre de Gaulle. Il a fait une excellente analyse morale de la coopération russo-française. Mais il a oublié que Charles de Gaulle, qui a été extrêmement fidèle et loyal envers la Russie, ne l'a pas été envers les Africains qui ont libéré la France. Donc, j'aimerais que M. Pierre de Gaulle écoute éventuellement ma conférence. J'aimerais peut-être avoir l'occasion de le rencontrer pour lui dire, mais vous, les de Gaulle, vous avez à vous excuser auprès des Africains. Les Africains ont accepté d'accompagner le président de Gaulle pour libérer la France. Ensuite, en retour, de Gaulle a mis les Africains dans la prison des pseudo-indépendances, de la pseudo-décolonisation, des indépendances sous haute surveillance. Il a créé la France-Afrique avec Focard. Donc il faut que la famille de Gaulle, qui a des forts anthèmes, comme M. Pierre de Gaulle, vienne parler à l'Afrique et demander pardon. Et qu'elle propose des réparations pour ce que de Gaulle nous a fait. Moi, j'ai un livre qui avance ici. De Gaulle, héros des Français et bourreau des Africains. Ne me dites pas que quand je vais publier ce livre-là aussi, c'est un problème. Pour nous, Africains, de Gaulle a été un bourreau. Après que nos ancêtres l'aient aidé à libérer la France, il a reconduit une domination déguisée contre l'Afrique. Il a placé l'Afrique sous occupation militaire jusqu'à aujourd'hui. Les camps militaires français qui occupent l'Afrique sont des camps militaires qui datent de Gaulle. Il a placé l'Afrique sous domination monétaire. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est de Gaulle. Il a placé l'Afrique sous contrôle des renseignements généraux. L'essentiel des administrations des anciennes colonies françaises d'Afrique est infiltré par les espions des services secrets français. Il a placé l'Afrique sous surveillance culturelle. La francophonie n'est rien d'autre qu'une police de la pensée en Afrique d'expression française pour sélectionner les bons nègres qui pensent comme il faut et réprimer ceux qui ne pensent pas comme il faut. Donc il faudra bien que la famille de Gaulle, qui exerce là un discours de loyauté et de responsabilité extraordinaire à propos de l'amitié franco-russe, vienne parler aux Africains. J'aimerais bien entendre M. Pierre de Gaulle sur l'action de son père, de son grand-père, pardon, en Afrique. Autant il est fier de son grand-père dans sa loyauté envers la Russie, autant Pierre de Gaulle devrait faire preuve de moins de fierté s'il étudie la politique africaine de Gaulle. Alors, de Gaulle avait une qualité morale qui est soulignée par toutes les recherches que j'ai faites sur lui. Il aimait la France. Il aimait la France plus que tout. Il avait une très grande opinion de la France. Et de Gaulle n'était pas esclave de l'argent. Selon toutes les enquêtes que j'ai menées, c'est un chef d'État qui s'en est pas mis plein les poches. Les histoires de chefs d'État qui s'en mettent plein les poches commencent notamment à partir de Pompidou, dans les biographies que je lis. Donc, de Gaulle avait une telle opinion de la France que pour la France, il était capable de vouloir que d'autres peuples soient soumis et aliénés. Et c'est la limite de son humanisme. C'était un nationaliste français, c'était un patriote français, c'est incontestable. Il aimait la France plus que lui-même. Il a risqué sa vie pour la France, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a fait preuve à un moment donné de détachement envers le pouvoir, parce qu'il a su quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Quand il a lancé le référendum de 69 et qu'il l'a échoué, de Gaulle a démissionné, il a renoncé à sa carrière politique, ayant compris que son temps était fini. Cet homme avait des qualités morales qui font qu'il soit apprécié à juste titre par les Français. Je les comprends. Mais pour les Africains, le compte n'y est pas. De Gaulle est le bourreau des indépendances africaines. C'est l'homme qui est responsable d'avoir fabriqué des pseudo-indépendances pour une quinzaine de pays africains. Et ça, c'est la seule critique que je fais à mon concitoyen, eh bien, Pierre de Gaulle, tout en saluant la formidable allocution qu'il a adressée sur la relation franco-russe. Je partage à 100% son analyse de la crise russo-ukrainienne. Et d'ailleurs, j'ai publié mon analyse avant lui. Je peux même avoir la faiblesse de penser qu'il m'a d'abord écouté,
qu'il m'a d'abord lu, moi et d'autres analystes politiques, avant de parler. Parce qu'en l'écoutant, j'avais l'impression de m'écouter moi-même. Point pour point, même le plan de son discours, il correspond au plan de ma conférence d'il y a bientôt 6 mois, dans laquelle j'appelais déjà à la négociation, à la paix entre la Russie et l'Ukraine, et à la reconnaissance du tort de l'OTAN dans cette affaire. Bon, mes chers amis, on avance.